Bonjour, bonjour les Cantariens, bonjour la Méditerranée, un grand bonjour à tous nos amis partout ailleurs. Bonjour aussi à ceux qui nous découvrent par hasard. Surtout restez à l'antenne, surtout pensez que nous sommes heureux de vous accueillir, à vous aussi. Bonjour Nadia Belkhotot, hola, ¿qué tal? Bonjour Iman, je vais très très bien, merci et je salue ici depuis Rabat nos amis, nos auditeurs cantariens et cantariennes. Voilà, alors l'actualité en Méditerranée est toujours une actualité dense, Nadira. Et lorsque des sujets se font récurrents, il faut essayer d'aller y voir de plus près. Le thème des compétences territoriales, le rapport entre pouvoir central et pouvoirs régionaux a été grandement présent au moins dans deux de nos pays, la France et l'Espagne. Et il en sera ainsi, à n'en point douter, dans les prochaines semaines aussi. Aujourd'hui, nous irons voir en Corse. Pierre-Louis Alexandrie nous invite à découvrir ce que peuvent penser les citoyens de l'île de Beauté des débats en cours entre Paris et Ajaccio. Oui Iman, la Corse est depuis le 1er janvier 2018 la seule région de France à avoir supprimé ses conseils départementaux et à être gérée désormais par une collectivité territoriale unique approuvée en décembre dernier par 56% de l'électorat qui a porté au pouvoir les nationalistes autonomo-indépendantistes. Mais 50% des Corses ont boudé les urnes. Les nationalistes au pouvoir sont aussi exigeants avec Paris qu'ils l'étaient dans l'opposition. Ils veulent des réformes institutionnelles radicales et manifestent pour les obtenir. Alors dans ce bouillonnement, de quoi finalement discutent les Corses? Tentative de réponse avec Pierre-Louis Alessandri. La palabre dominante en Corse a été de tout temps politique et quelle que soit la couleur du pouvoir en place. En Corse, on fait et on refait le monde sur chaque place de village ou de ville. On refait l'île de fond en comble et parfois même on refait l'histoire en l'adaptant aux réalités du moment. L'étranger à la Corse qui lit la presse française ou même internationale pourrait se persuader que l'île tout d'un coup a basculé dans le nationalisme indépendantiste. Il se tromperait lourdement et les 56% obtenus aux dernières élections par les nationalistes ne constituent pas un blanc-seing. Les nationalistes en Corse ont fait la même razzia sur la classe politique traditionnelle qu'a fait il y a presque un an Emmanuel Macron au niveau national. C'est un phénomène sociopolitique actuel qui n'épargne pas la Corse. Les Corses sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ici le chômage est le plus élevé de France. La Corse affiche aussi un des taux de pauvreté les plus élevés au niveau national, 30%. C'est de cela que l'on discute. Et beaucoup ne voient pas dans la collectivité unique qui s'installe une quelconque solution au problème. Résultat, 50% ne sont pas allés voter en décembre, une élection qui organisait justement la nouvelle institution qui a englouti les deux conseils départementaux. Ces 50% d'abstention sont une sorte de gifle à la classe politique dans son ensemble. Il y a donc la Corse légale et la Corse réelle. Il y a le discours légal et la discussion réelle. Les uns se persuadent que les Corses ne rêvent que d'émancipation institutionnelle, et leur vote le prouve, et la réalité est plus mitigée. Les citoyens corses ne sont pas dupes de leur réalité, et les silences sont parfois plus explicites que les discussions. La Corse réelle, souvent, se tait. En Corse, on discute beaucoup sur la santé. Il est vrai que l'île compte un nombre important de retraités et sa population est plutôt âgée. Le promeneur capte dans son parcours des bribes de phrases de la rue qui s'expriment. Ils l'ont opéré, il est en chimio, je suis sorti de l'hôpital il y a 2 jours,
On m'a placé un stent à Clerval, la clinique marseillaise très connue des Corses. L'absence de CHU, l'éloignement du continent, le déficit des établissements hospitaliers insulaires alimentent ce discours sanito-sécuritaire. Et il y a, dans de nombreux Corses, un pharmacien qui s'ignore. Ici, le médicament a droit de cité domestique. Le Corse parle de ses transports. Dame, nous sommes dans une île. Et partir ou rentrer n'est jamais facile. Elle a désormais ses compagnies, la Corse à capitaux insulaires, fière de voir arborer sur les poupes des navires et les ailes des avions la tête de mort. Mais les Corses discutent et se plaignent des prix élevés. La cuisine locale transport ne rend pas meilleur le prix du passage. Alors les Corses parlent du soleil qu'ils ont en abondance, de la pluie qui ne vient pas, du vent et des incendies qui la ravagent, du tourisme qui rapporte, mais son partage qui ne rapporte qu'à une frange de la population. Les Corses discutent de l'augmentation de la CSG qui diminue les retraites, de la loi travail qui réduit les droits du code éponyme, de Macron qui viendra bientôt, de la manifestation des nationalistes pour l'inviter à déclarer l'autonomie. Les Corses parlent enfin de l'islamisme qui n'a pas épargné sa principale prison. Et en effet, la Corse a un nouveau gouvernement. Elle a un nouveau gouvernement local qui est moitié indépendantiste, moitié nationaliste. Les deux leaders sont allés à Paris. Ils ont été reçus par le président Macron. Et en fait, ils ont reçu une fin de non-recevoir pour des demandes qui, peut-être dans d'autres pays où il y a déjà des autonomies, ça peut paraître même un peu bizarre, un peu choquant. Ils demandaient en fait la co-officialité du Corse. C'est-à-dire que le Corse est en Corse le même statut que le français, qu'il y ait des documents administratifs et tout ça. Et ils ont demandé aussi un statut de résident, parce qu'en Corse, il y a beaucoup de non-résidents, c'est-à-dire des gens qui ont des propriétés en Corse, mais qui n'habitent pas la Corse. Et donc, les habitants réels de toujours voudraient avoir certains avantages. Et ça a été niette totale. Pourtant, nous dit Pierre-Louis Alessandri, les Corses en majorité ne parlent pas de ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont vieux. Et quand on passe devant des vieux, la conversation c'est « Ah, tu es sorti d'hôpital, on t'a fait une ponction, comment tu vas? Tu vas mieux ?» Je crois que, en fait, on se demande si un pays avec une majorité de personnes du troisième âge est un pays fait pour la révolution. Oui, je pense que c'est aussi les gens sont lassés à un certain âge, au troisième âge. On est de moins en moins porté sur le politique, la discussion politique. On est surtout intéressé par des questions qui concernent le vécu, le médecin, le prix du pain, le prix les besoins les plus importants de la vie. C'est ce à quoi ils s'intéressent, les gens du troisième âge. On peut se demander donc si ce 56% qui a voté pour des options nationalistes ou autonomistes, indépendantistes, en fait, n'a pas voté aussi par réaction aux autres partis. C'est une espèce de vote sanction, beaucoup plus qu'un besoin de tout chambouler, tout révolutionner. Oui, et puis je pense que les arguments dont il a parlé dans le reportage, c'est surtout, bien sûr, ils sont d'ordre socio-économique. Et moi, je crois que le nationalisme qui a fait une montée assez importante dans plusieurs pays européens, c'est peut-être aussi une réaction par rapport à la mondialisation. La mondialisation qui n'a pas respecté les promesses qu'elle a promis au début, donc et même bien au contraire, les inégalités socio-économiques se sont exacerbées entre les pays riches, les pays émergents, les pays moins riches. Je crois que c'est aussi par rapport à la mondialisation qui n'a pas réalisé le rêve dont elle a
dont elle a parlé à ses débuts. En effet, c'est intéressant ce que tu avances parce qu'on peut considérer que l'Union européenne par elle-même, c'est un projet mondialiste, c'est un projet qui fait que les États doivent à chaque fois céder plus de souveraineté effective à Bruxelles et que dans le même temps, on a des régions qui deviennent de plus en plus fortes et qui savent que c'est à Bruxelles que ça se joue et pas dans les capitales de chaque pays. Ça, c'est une idée à creuser. Et il faudrait voir si le transfert de souveraineté ne joue pas contre, vers Bruxelles, je veux dire, ne joue pas contre les pouvoirs centraux. Toi aussi, Nadira, tu es allée faire ta propre mini-enquête auprès des citoyens suite à l'annonce de 3 nouvelles lois, des lois qui en fait ont trait à la vie quotidienne la plus immédiate. Oui, alors 2 lois en particulier, c'est l'amende pour les piétons qui ne respectent pas le passage de clouté et l'amende sur les déchets, les gens qui mettent leurs déchets n'importe où. Et ça va commencer par la ville de Casablanca. L'autre loi, c'est la police de l'environnement. Elle va s'attaquer aux grands pollueurs. Mais en tout cas, ces amendes fâchent un peu certaines parties de la population. D'autres les trouvent normales. Et on verra ça dans le reportage. Cette année, plusieurs lois qui étaient dans le placard vont être appliquées. Et d'un seul coup. La première loi concerne les piétons et le respect du code de la route. Les piétons doivent payer 25 dirhams, l'équivalent de 2 €, s'ils ne respectent pas le passage clouté et le trottoir. Et les agents de la circulation ont déjà commencé à verbaliser certains piétons. Premièrement, il faut aménager il faut faire des plans d'aménagement pour la chaussée, pour toute la ville. C'est pas pour des grands boulevards. Oui, je suis pour. Je suis pas d'accord totalement. Déjà, nous, on paye la vignette, on paye, à part les amendes, quand on fait une faute, on doit payer. Mais déjà, au niveau de la vignette, c'est une injustice. Je connais rien, je ne suis même pas au courant. Et maintenant que tu le sais. Moi-même, je marche sur la route. Et maintenant que tu sais que tu vas être pénalisé. Ah, là, je dois marcher sur les marches, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Sur le passage clouté. Il ne suffit pas d'instaurer une loi du jour au lendemain, il faut préparer les gens, il faut leur expliquer pour que les gens puissent adopter cette loi. Moi je pense que c'est ça le problème. Moi je ne suis pas contre, c'est bien. Il faut instaurer des règles, il faut que les gens soient éduqués pour ce genre de choses. La mise en application de cette loi a suscité des réactions diverses sur les pages de Facebook. On a vu des vidéos, des images de piétons qui sont transportés par des voitures dépanneuses. Mais petit à petit, les piétons commencent à prendre conscience de cette loi et respectent de plus en plus le passage clouté. L'autre loi concerne les pollueurs. Une police verte est en service. Elle a pour mission d'établir l'ordre environnemental et de sévir contre les contrevenants. La police verte doit contrôler les décharges, les stations d'épuration des eaux usées ou encore le transport des déchets. Sharafat Afilal, ministre délégué chargé de l'eau, explique que cette loi était nécessaire. De démystifier en fait les rôles de la police de l'eau, de les motiver tout d'abord, de les encadrer, de les renforcer les capacités pour qu'ils puissent jouer pleinement le rôle qui leur incombe. Une autre loi, elle concerne toujours l'environnement, mais celle-ci concerne la masse. Et c'est la loi 2800 qui pénalise toute personne qui abandonne ses déchets ménagers ou les jette en dehors des endroits désignés. Ça, c'est bien fait, on n'a pas d'excuse, on ne doit pas jeter. Sa poubelle, il faut la garder, sinon il faut la poser devant la porte, sur le trottoir. Et le reste, c'est la commune qui doit s'en occuper. Et vous, madame? Je suis avec vous, tout le monde qui... Donc avant de pénaliser les gens ou de mettre des sanctions en vigueur, il faut d'abord mettre en route tous les projets pour encourager les gens d'ailleurs. Chaque 50 mètres, vous allez trouver un sac poubelle, donc ça va vous encourager. La sanction prévue est lourde. La loi sera mise en vigueur à Casablanca, une grande métropole. 300 policiers seront aux aguets pour pénaliser les contravenants
et la peine risque d'être très lourde dans certains cas. Alors, je reviens à la première loi, celle qui concerne les piétons. Et c'est là où on sent que les gens sont plus partagés. Parce que même pour les ordures, je crois que tout le monde a compris que c'était mieux comme ça. Mais pour les piétons, ça a du mal à passer, tu trouves pas? Ça a du mal à passer parce que des fois, dans certaines situations, les piétons ne respectent pas les passages cloutés. On les voit même qu'ils ne sont pas sur les trottoirs. Ils parlent au téléphone et ils s'aperçoivent pas que c'est le feu vert, donc ils traversent. C'est un peu à certaines heures de pointe qu'on rencontre ça. Et depuis l'instauration de cette amende, c'est une amende de 25 dirhams, l'équivalent de 2 euros. Il y a eu, bon, ça fâche certaines personnes, mais quand même, il y a une prise de conscience. Et maintenant, quand le piéton, quand la personne qui est en voiture met juste un pneu sur le passage clouté, alors le piéton respecte, il réclame que même les gens motorisés respectent le passage clouté. Et il y a plus de respect et maintenant des passages cloutés. Il y a eu des campagnes pour expliquer aux gens, Oui, parce il y a que eu des quand on habite, tu sais, les petits villages et tout ça, on n'a en général pas très l'habitude de respecter. Ou même quand on sait que c'est un passage clouté, on passe comme on veut. Il y a eu une campagne de sensibilisation qui a été faite par le comité de prévention contre les accidents de la route et qui a vraiment instauré cette loi parce qu'elle sauve un peu les piétons qui sont les couches les plus vulnérables et qui sont les premières victimes des accidents de la circulation. Et ça concerne surtout les grandes villes, puisque c'est là où il y a plus de trafic, de circulation. Dans les petits villages, et le trafic est moins dense. Bien, alors c'est intéressant de voir que les gens s'intéressent quand ça les touche de près. Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France Radio Bleu Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter et Radio Exterior de Espagne. Et nous passons à présent à l'autre sujet d'actualité, un sujet qui nous vient de Tunisie. Il est question de femmes, de participation des femmes à la politique, au pouvoir politique, à quelques semaines de la prochaine échéance. Et c'est un reportage signé Mayeda Shili. Oui, alors Mayeda Shili nous dit que les premières élections municipales de l'après-révolution de 2011, attendues depuis longue date et reportées à plusieurs reprises, ont été fixées par l'instance supérieure indépendante des élections au 6 mai 2018. Les femmes tunisiennes seront-elles plus nombreuses à se présenter cette fois-ci à ces élections ou à ces prochaines échéances électorales? Et comment évolue la situation des femmes au pouvoir en Tunisie? La femme occupe-t-elle des postes de responsabilité, de prise de décision, des postes politiques au niveau régional et local? Eh bien, Mayeda Shili, comme tu le disais, a posé ces questions à Jinaine Limam, professeure à l'Université des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Comment évolue la situation des femmes au pouvoir en Tunisie? Cela va en s'améliorant, certes, mais les contraintes socioculturelles existent toujours. Tout à fait. Ça avance, mais à petits pas, notamment au niveau des postes de pouvoir, au plus haut niveau de l'administration. On a de femmes directrices, pas suffisamment. Alors les femmes ministres... Pas beaucoup non plus. Les femmes gouverneurs, les femmes déléguées, à un certain moment en 2014 on avait 60, mais par la suite lors des nouvelles nominations, donc le nombre a été divisé par 2. Tout au long de notre histoire en Tunisie, les femmes maires, depuis 1957 jusqu'à 2010, on avait uniquement 5 femmes maires, donc présidentes de conseil municipal. Cela résume donc une idée qui est restée très ancrée, c'est le fait de concevoir le leadership
politique comme étant l'apanage des hommes. Mhm. Et cela révèle bien évidemment les stéréotypes visant les femmes et réservant le poste de pouvoir aux hommes. Et les femmes, Qui préfèrent être en seconde position, c'est pas une question de préférence, c'est une question de répartition des rôles classiques, traditionnels, qui a la peau dure, c'est-à-dire ça évolue, mais pas au rythme souhaité, et puis pas au rythme également de la progression des femmes dans des secteurs professionnels, dans l'éducation. Donc on a plus que la moitié des diplômés de supérieur sont des femmes, sont des filles, elles sont excellentes. Beaucoup de professions se féminisent à grande vitesse, et pas les moindres, la magistrature, la médecine, les médias, l'enseignement. Mais d'un autre côté, il y a des résistances dans la sphère politique. Absolument. Le code des collectivités locales est en cours. La loi électorale, elle, exige la parité. Donc ça, c'est un instrument juridique. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour garantir une meilleure représentativité des femmes, ou est-ce qu'il faut plus? Est-ce qu'il faut, en plus des instruments juridiques, une volonté et un engagement des femmes elles-mêmes? Tout à fait. L'instrument juridique, en tant que juriste, je crois beaucoup à l'importance du droit. Et d'ailleurs, l'histoire de l'émancipation des femmes en Tunisie depuis 1956 est l'œuvre du droit, du texte juridique, puisque la loi, le droit en général, a un rôle pédagogique, a le rôle de moteur des sociétés. C'est un levier essentiel, fondamental. Le code du statut personnel et son impact sur l'évolution de la situation des femmes dans la sphère privée. Par la suite, il y a eu de tas de mesures qui ont permis donc l'implication des femmes dans tous les secteurs et leur permettant une émancipation par le droit, aussi bien dans leur vie de famille, mais également dans la vie publique. Alors, le droit, en 2011, on a pour la première fois ainsi instauré la parité pour les listes électorales. 2014, ce choix a été constitutionnalisé par l'article 46 de la Constitution. L'État est responsable d'œuvrer donc pour que les conseils élus d'une manière générale, soit paritaire. Et là, en 2017, nous avons une loi régissant les élections municipales et régionales. Alors, et cette loi exige en plus de la parité verticale, la parité au niveau des têtes de liste, voilà, pour les partis et les alliances qui se présentent dans plus qu'une circonscription électorale. Mais, bien évidemment, le droit reste une mesure nécessaire, mais insuffisante, puisque cela doit se traduire par l'attitude des partis politiques, parce qu'on voit... Est-ce qu'ils s'engagent justement les partis politiques pour encourager le leadership féminin? Alors, l'utilisation faite depuis 2011 de la parité par les partis politiques demeure ponctuelle, utilitaire et tactique. C'est de la tactique, mais c'est-à-dire on a besoin de femmes la veille des élections et on essaye de rassembler les femmes, pas forcément les militantes, pas forcément les plus engagées, parce que on est dans une phase de transition là où les partis politiques eux-mêmes sont en état de gestation, de constitution. On a un paysage partisan qui est en cours d'être mis en place. On a des partis qui électoralistes, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qui s'activent la veille des élections. Et du coup, donc, dans ce contexte assez particulier, la parité n'est pas un choix stratégique de conviction, mais plutôt un outil pour permettre la présentation des listes. Au niveau des autres responsabilités au sein des partis politiques, les femmes sont peu représentées. Moi, ça me semble toujours intéressant de faire le point de temps à autre sur la situation des femmes, le degré de prise de pouvoir, parce que parfois on a l'impression que les femmes participent un peu à tout, mais réellement elles n'ont aucun pouvoir. Dans la plupart des pays, l'émancipation de la femme, son accès au poste de décision est un processus continu qu'il faut accompagner pour que les réformes annoncées et décidées pour la question de la femme soient appliquées. Et c'est normal, c'est un processus. Il faut toujours en parler, il y a toujours des questions d'actualité qui se posent par rapport à la question des femmes, leur adhésion aux politiques, leur participation à la prise de décision. Et donc, on peut pas. C'est un sujet qui
qui s'impose tout le temps à l'actualité, Imen. Dès qu'on parle de Tunisie, on a en tête le statut personnel voté ou adopté dans les années 50 et qui a favorisé une certaine émancipation des femmes. On est quand même surpris d'apprendre à travers le reportage que jusqu'à il y a très peu, en fait, elles étaient à peine représentées à des postes politiques au niveau local et régional. Il y avait une poignée de femmes maires. Donc on voit bien que c'est un processus lent, on peine beaucoup à avancer. Est-ce que tu trouves que ces dernières années, quand même, on a fait un petit bond en avant? Tu sais, dans la plupart des pays, le législateur et la législation étaient dominés et c'était l'affaire des hommes. C'est en général les hommes qui se font le législatif. Et donc, quand ils légifèrent, ils vont bien sûr ne vont pas légiférer contre leurs intérêts. Mais sinon, une bonne nouvelle ici chez nous, les femmes, il y a pas plus de 2 semaines, elles ont accès au métier d'Adoul. Adoul, c'est les notaires traditionnels qui étaient réservés aux hommes. Et maintenant, les femmes vont pouvoir exercer cette profession. Elles vont réaliser des actes de mariage. Et il y a bien sûr le métier de notaire qui est la version moderne. Mais là, des femmes à Adoul, c'est vraiment une grande réforme. Et c'est une première, je pense, dans le monde islamique. Et je me suis renseignée, jamais dans l'histoire arabo-musulmane, des femmes n'ont exercé cette profession d'Adoul. C'est un acquis, c'est un bon pas, mais pour le reste, je crois que il y a les femmes marocaines actives dans les questions des droits de l'homme, bien sûr, continuent sur d'autres fronts, sur d'autres questions pour obtenir l'égalité l'égalité entière avec les hommes. Eh bien, bon vent aux Tunisiennes, aux Marocaines, à toutes les femmes partout dans le monde. اكتشاف موسيقي. Hallazgo musical. Hallazgo musical? Okay, a musical discovery. Fruit de la rencontre d'un Palestinien et d'une Espagnole, Marouane s'est installée dans la poésie comme en terrain conquis, une terre promise. Et c'est tout naturellement que ce ciseleur de mots en est venu à la musique, en écoutant susurrer les mots. Il vient d'être primé à la foire du livre de Guadalajara, au Mexique, prix de poésie bien sûr. Et en plus, il chante Marouane. Yo tropiezo con las líneas de mis manos, los besos que te debo los regalo y rueda cuesta abajo el corazón. Tú que abrazas siempre a contracorriente, no hay goma que te borre lo que sientes. Tu cuerpo dice sí, la boca no. Yo fingiendo que ya no te echo de menos, la piel se me separa de los huesos. Ayer metí el deseo en un cajón. Tu nombre golpeando en mi ventana. Me quieres olvidar pero me llamas. Tu risa atropellando a la razón. A la razón. ¿Cuánto tiempo seguiremos del revés y besando en dirección prohibida? Habrá que
Alcántara, nuestro programa intermediterráneo. Ma chère Nadira, nous allons parler vacances. Nous allons parler tourisme. En Espagne, cette industrie, car c'est ainsi qu'on la nomme, industrie du tourisme, industrie touristique, eh bien cette industrie représente 11% du produit intérieur brut. Énorme, non? Eh bien, tu ne me croiras peut-être pas si je te disais que cette manne économique est remise en cause par des secteur de plus en plus important de la société. Toute activité a des retombées positives et négatives. Le problème surgit lorsque la société commence à considérer que les secondes, les négatifs, sont plus lourdes à porter que les premières. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tourisme, d'accord, mais il faut que le tourisme ait des retombées durables, positives, bien sûr. À Lavapiés, quartier populaire du centre de Madrid, il y a désormais 2 résidents pour chaque touriste. Lavapiés, le quartier bon marché, le refuge des migrants et étudiants en quête de location, des retraités, des artistes en quête de studio, Lavapiés explose et se vide de ses gens. Une initiative de défense du quartier est née. Lavapiés, où vas-tu? Lavapiés, ¿dónde vas? Cuando la gente tuvo que hacer las maletas, porque llegaron otras maletas. Cuando sus edificios pasaron a manos de unos pocos. Cuando Madrid no es de su gente. A mí ya me tocó irme. ¿Cuándo te tocará a ti? Lorsque les gens ont dû faire les valises parce que d'autres valises sont arrivées, lorsque leurs immeubles ont été accaparés par quelques-uns, lorsque Madrid n'est plus à ces gens. Moi, j'ai déjà dû partir. À quand ton tour? Lavapiés, ¿dónde vas? A convoqué des marches festives, ouvert des pétitions, dénoncé des locations pirates. Mais pour le moment, la grogne s'arrête là. En revanche, en Catalogne, à San Sebastián, Donosti, à Bilbao, à Palma de Majorque, des actions dites de visualisation ont été enregistrées contre des établissements, des autobus, des trains touristiques et même des bateaux de plaisance. Joan Luis Ferrer est journaliste au Diario de Ibiza et auteur d'ouvrages consacrés à la massification touristique. Dans Ibiza, La destrucción del paraíso, il écrit « Ibiza, à cause de la passivité de ses dirigeants politiques, de la voracité de ses hommes d'affaires et à la complicité majoritaire de ses habitants, a perdu la paix qu'il avait toujours caractérisée. » ¿Tous coupables? Sí, efectivamente. Yo pienso que la culpabilidad es compartida entre mucha gente, pero sobre todo somos los propios habitantes de Ibiza los que hemos provocado esta situación. Oui, effectivement, je pense que la culpabilité est répartie entre de nombreux acteurs, mais surtout, nous sommes les propres habitants d'Ibiza qui avons provoqué cette situation. Et pourtant, au début, les voyageurs étaient voyageurs, des gens qui allaient à la rencontre des résidents. Ensuite, il y a eu la vague hippie, pas ce type de touristes. Es que en Ibiza yo creo que hemos pasado, por resumirlo en una frase, de los hippies a los jeques. À Ibiza, et pour résumer, nous sommes passés des hippies aux chèques. Et c'est que Joan Luis Ferrer dénonce tout autant le tourisme de beuverie, le tourisme de borrachera, des touristes britanniques et allemands comme à Magaluf par exemple, que le tourisme dit de qualité, des chèques du Golfe ou des multimillionnaires russes avec des beach clubs exclusifs fermés de facto, des milliers de mètres carrés de construction
construction en première ligne de côte et des yachts qui polluent, à qui mieux les baies. Juan Luis Ferrer reproche aussi aux responsables du tourisme de ne pas cesser de mettre en avant les gains en cachant soigneusement le coût de la massification. Las viviendas particulares que se destinen al uso turístico directamente por sus dueños, parcialmente y por tiempo inferior a 3 meses al año, serán consideradas y tendrán la catalogación de uso residencial. Comme annoncé ici par Manuela Carmena, et après Barcelone, après San Sebastián Donosti, voilà que Madrid se lance dans la régulation des locations touristiques et pas uniquement celle des locations d'appartements par des particuliers, non, celle de l'inauguration effrénée d'hôtels de toutes catégories également. L'idée d'une bulle hôtelière inquiète. Le phénomène a déjà frappé ailleurs, à New York par exemple, à la fin des années 70. Mais voilà, nous sommes tous touristes à nos heures, et cette double qualité de citoyen et de touriste devrait en principe, nous inviter à trouver des solutions, un juste milieu, une solution pour continuer à nous déplacer, à aller à la découverte des autres et à accueillir les autres sans mettre en danger les équilibres sociaux et écologiques d'ici et d'ailleurs. Un chemin qui pourrait ne pas être exempt de renoncement volontaire à certains lieux particulièrement sensibles, comme cela est déjà le cas sur certains sites comme la grotte d'Altamira. Comme tu as pu constater, dans certains quartiers, même des quartiers de Madrid, des quartiers qui étaient populaires et qui maintenant se transforment en véritables zones touristiques où on ne peut plus louer, parce que c'est devenu tellement cher. Les gens préfèrent louer 2 semaines à des touristes plutôt que 3 mois à des locaux. Et donc les gens ne supportent plus. On a forgé le terme de tourismophobie. Est-ce qu'on en est là au Maroc? Non, à ma connaissance, pas encore, mais il y a une catégorie de touristes qui ne dépensent pas un rond. C'est des gens qui viennent en caravane, qui se mettent n'importe où. Parfois, ils peuvent payer une petite taxe pour louer un terrain, qui sont pollueurs des fois, qui sont munis de canne à pêche, donc ils ne dépensent strictement rien. Je crois que ça c'est une partie de touristes qui gênent parfois, et d'autant plus ils peuvent pas se permettre d'être n'importe où. Jusqu'à présent, donc le phénomène dont tu as parlé n'est pas encore ressenti au Maroc. Je sais que par exemple à Marrakech, à côté des hôtels, il y a des appartements, des résidences qui sont loués. À Tanger, à Tétouan aussi. Je crois qu'on n'en est pas encore arrivé à ce stade. Il n'y a pas encore cette sensation de rejet des gens, des habitants originaux, j'allais dire, de ces quartiers. Certainement. Et puis cette année, nous, comme on a fait la réforme monétaire et on a entamé la flexibilité du dirham, je crois que ça va intéresser les touristes. Les produits seront moins chers pour les gens qui vont venir ici. Et donc là, à l'avenir, je pense qu'on aura plus de touristes, et d'ici là, on verra comment les choses vont se dérouler. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, será maravilloso.
necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Le trio Los Mismos, El Puente à Mallorca, le pont à Majorque, c'était dans les années 60, le boom du pari sur le tourisme. Les touristes n'apparaissaient pas comme des envahisseurs, enfin, sauf les touristes nordiques, aux yeux des mères de famille et des fiancés espagnols scandalisés par les tenues de bain de ces dames et leur liberté. En effet, elles avaient fort à faire pour surveiller de près mari, fils et fiancés qui ziotaient les belles suédoises assis en randonnion le long des promenades maritimes, Nadira. Ça, c'est un phénomène que vous vivez aussi au Maroc? Si, c'est au Maroc, on a aussi des femmes canons, hein, des femmes très belles. Certainement. Parce que si tu les vois sur les côtes et sur les piscines, on a des femmes vraiment, elles sont très belles. Et puis le Marocain est respectueux des touristes. Bon, alors le regard porté sur le tourisme et les touristes change selon les époques et la phase économique dans laquelle se trouvent les sociétés réceptrices, mais également selon les propres flux de touristes. Et Dina Abdelmegid, notre amie de Radio Le Caire, nous offre ce regard très différent. Avec de bonnes recettes réalisées en 2017, le tourisme égyptien sort de l'ornière, une tendance qui devrait se confirmer en 2018. Le ministère du Tourisme multiplie les efforts afin d'aider le secteur à faire face à la reprise de la demande. Il est conscient de la nécessité, bien sûr, d'améliorer les services pour être à la hauteur des besoins des touristes et pouvoir accueillir de nouveau un grand nombre de visiteurs. On va écouter tout de suite les explications de Dalia Hassanine, responsable au ministère. L'année 2017 s'est bien terminée en matière de tourisme en Égypte. Avec sa participation actuelle à la deuxième plus grande exposition internationale de New York, après celle de Berlin, le ministère du Tourisme confirme son intérêt pour promouvoir le tourisme et pour superviser le marché américain, qui est considéré l'un des 10 meilleurs marchés exportateurs du tourisme vers l'Égypte. Explique Iman Hassanin, responsable au ministère du Tourisme. Cette année et les années prochaines, l'Égypte connaîtra un grand afflux touristique. Les chiffres du tourisme en Égypte sont très prometteurs, avec 8 200 000 touristes de tous les pays du monde, soit une hausse de 53% en comparaison à 2016. Pour accompagner cet essor soutenu, nous devons travailler plus étroitement. Nous travaillons étape par étape, surtout avec le manque de financement à cause des pertes réalisées depuis 2011 et qui ont atteint 52 millions de livres égyptiennes. Ainsi, on essaye de penser différemment et de trouver des partenaires pour le financement. De son côté, la compagnie égyptienne de son et lumière a commencé un projet pilote pour développer le spectacle du plateau des pyramides. En fait, c'est le site archéologique le plus important et le plus emblématique de la civilisation égyptienne. Le projet consiste à produire un spectacle plus éblouissant en utilisant les technologies les plus sophistiquées, telles le laser et le 4D, en plus de l'aménagement de la région tout entière, du point de vue service, comme les restaurants, les cafés et les bazars. Le son et lumière est un projet avant tout à but culturel. Nous cherchons une coopération avec la France, connue pour son égyptomanie, pour développer le son et lumière du temple d'Abou Simbel. Ils vont donc sauver ce temple pharaonique pour la seconde fois, comme l'ont fait leurs prédécesseurs lorsqu'ils ont lancé une campagne de sauvetage de ce site après la construction du haut barrage. Notre plus grand défi est celui de la chute du nombre de touristes, surtout ceux qui sont intéressés par le tourisme culturel. Le problème aussi est que cette année, nous avons un grand projet à réaliser et qui constitue une révolution dans la conception du son et lumière en Égypte, puisqu'il se tiendra à Hurghada, loin des sites touristiques. En fait, c'est une idée qui remonte à plus de 10 ans et qu'on a arrêtée pour plusieurs raisons. Mais cette fois, nous sommes déterminés à la réaliser. Et ce projet consiste aussi à créer toute une cité de divertissement où sera présenté un spectacle son et lumière qui relate l'histoire de l'Égypte depuis les époques anciennes jusqu'à l'ère contemporaine.
Et dans cette cité, qui sera conçue sur le modèle de Disneyland, il y aura tous les services et les moyens d'attraction et de divertissement, surtout ceux électroniques, virtuels et interactifs. Et cette cité de 42 000 mètres carrés fera de la ville d'Hurghada un centre d'attraction mondial. Et on négocie avec plusieurs investisseurs pour mettre en place un partenariat dans ce projet dont on espère mettre la première pierre avant la fin de cette année. Il faut dire aussi que 2018 commence avec de grandes découvertes archéologiques dans différents coins du pays, comme Alexandrie, Kafr el-Sheikh, El-Sharqiya et Assouan. Et toutes ces dernières découvertes vont aider à promouvoir le tourisme en Égypte. Voilà, Nadira. Eh bien, on a enfin Dina qui nous parle au beau milieu d'un bel embouteillage comme seules les grandes villes comme le Caire peuvent en offrir à leurs usagers. N'est-ce pas, Dina? Tout à fait, voilà. Bonjour, eh bien, tu as du mérite. Oui, bonjour Nadira. Bonjour. Alors, Dina, on vient d'écouter ton reportage. Et on vient d'écouter aussi le reportage espagnol. Alors, dans le reportage espagnol, tu sais bien que nous, on a le problème inverse. On a peut-être que de plus en plus, on est un peu moins sympathique avec les touristes. On a même inventé un terme qui est la tourismophobie. Voilà, le rejet. Et peut-être en écoutant ton reportage, je me dis peut-être que l'Égypte va nous sauver. Parce que l'Égypte est en train de récupérer des touristes qui étaient partis. Oui, on aimerait bien. On aimerait bien sûr. Alors comme ça, ils vont voilà, comme ça, ils vont se répartir plus raisonnablement. Justement, j'allais te poser cette question. J'étais un peu étonnée de voir que vous êtes vraiment, ça devient touristophobie, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas content du tout de côtoyer les touristes d'ici là. Dans certains quartiers, je te dirais que oui, surtout certains quartiers de grandes villes touristiques comme Barcelone, comme Madrid, Bilbao, Saint-Sébastien, les gens ont l'impression d'être envahis. Et bien sûr, certains sont assez fâchés comme pour organiser des plateformes. Je constate en revanche que vous leur dépliez tapis rouge. Bien sûr, bien évidemment. Nous aimons voir les touristes revenir et on aime les côtoyer, on aime les voir. Quand on voit, je te dis, moi-même, quand je me balade dans la rue et je trouve des touristes, je dis, ah tiens, c'est bien, c'est un bon signe que le tourisme a repris. C'est-à-dire, c'est agréable de les voir. Et comme le peuple égyptien est très accueillant, et il aime vraiment accueillir les gens. Donc voilà, nous sommes très contents de voir que ça reprend, que aussi bien on nous annonce la même chose d'ailleurs de Tunisie, que la Tunisie a quand même repris certains touristes qui avaient décidé petit à petit de ne pas aller dans des pays considérés comme dangereux, même si en réalité il n'était pas. C'est comme si on avait mis tout le monde dans le même paquet et toute cette zone était interdite. Et les touristes, même dans les quartiers très, très populeux, très bondés de monde et tout ça, ne sont pas mal vus? Non, du tout. Par contre, non, on aime bien. C'est-à-dire, on est vraiment, on aime accueillir les gens, les touristes. C'est la nature égyptienne, quoi. C'est-à-dire, même les Égyptiens entre eux, on est toujours hospitaliers, accueillants. Oui. C'est-à-dire, par exemple, nous, quand on cuisine toujours en plus. C'est pas au cas où pour la famille. Si quelqu'un vient quand il veut, parce qu'on ne prend pas de rendez-vous pour venir visiter quelqu'un, donc on est toujours prêt pour accueillir quelqu'un. Eh bien, c'est très bien. En plus, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Je te le rappellerai. Dina. Eh bien, nous sommes enchantés de le savoir. Merci beaucoup, Dina.
Et Merci, nous te Imane. laissons continuer ton trajet. Au revoir. Au revoir, merci. Eh bien, Nadira, les bonnes choses ont une fin. C'est terminé, fini pour aujourd'hui. Alors, ça se termine toujours trop vite, Iman. Rappelons d'abord que nous avons rendez-vous dans une semaine sans faute et aussi que Kantara, c'est d'abord un réseau de complicité. Au revoir, Iman. À la technique ici à Rabat, c'est Hasna Nabi et Karim Lamiri. Et à Madrid, de se trouver à la technique et à la réalisation, Miguel León et Pedro Berastegui. Pour la musique, nous avons opté pour le groupe Comtara pour l'instrumental et nous avons également fait appel au trio Los Mismos Un Puente à Mallorca. Au revoir, à très bientôt et surtout, n'oubliez pas d'aller consulter notre site Facebook. Mayeda Sili et Guillaume Ortiou s'efforcent beaucoup pour vous informer chaque semaine. Au revoir.